Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Christiane est fière d'être surnommée par ses voisins la mère allemande à vélo. Fière de penser différemment des Français. Fière d'apporter ce que sa culture lui a enseigné. Fière de pouvoir participer à ce multiculturalisme. Choisir, c'est renoncer. Et ça, Christiane a su le faire dans des moments clés de sa vie. Sans regretter. Christiane a aussi et surtout une énergie de folie à revendre. Le sourire jusqu'aux oreilles et des envies dans tous les sens. Elle positive tout et fait en sorte que chaque minute compte. Clairement, Christiane est là pour vivre, et pas survivre. Son parcours de vie l'explique peut-être. Elle a fait 1 an de jeune fille au pair à Paris, où elle gardait 2 enfants, dont une en situation de handicap, avant d'entrer dans son école d'infirmière en Allemagne. Pour pouvoir aller travailler à Genève, où elle avait vécu pendant son enfance, elle devait passer un diplôme en langue française. Le 2e jour de son arrivée à Paris, où elle allait pour décrocher son sésame, elle a rencontré son futur mari, hispano-marocain, et donc son avenir. Elle a fait le choix de chambouler son destin. Son demain. Elle a décidé de rester en France et d'y fonder une famille. En gros, 4 enfants, 4 ans et demi pour être plus précise. En parallèle de son métier d'infirmière en service gériatrie, elle a décidé de suivre une formation d'éducatrice. Il y a des gens comme ça, ils n'arrêtent jamais. Elle a toujours été certaine qu'elle était venue sur Terre pour éduquer. Que ce soit ses enfants ou les enfants des autres. Vous allez voir. Enfourcher le vélo de la vie, ne jamais regarder en arrière et tout mettre en œuvre pour que ça roule, c'est ça, mettre les pieds dans demain avec Christiane. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Les Pieds dans Demain. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Christiane. Alors Christiane, c'est simple, elle a commencé à me raconter une vie, puis 2 vies, puis 3 vies, puis... Je pense qu'on va bientôt arriver à 1000 vies. Et en fait, ce qui est assez génial avec Christiane, c'est que justement, elle va vous raconter à travers son expérience, son parcours, sa vision de la vie, comment elle peut imaginer demain. Bonjour Christiane. Bonjour Alexia. Alors, ce que je te propose pour commencer cette interview, c'est quoi ton sujet du moment ? Est-ce qu'il y a un sujet en ce moment qui tient particulièrement à cœur ? Alors, pour ma vie, je pense c'est les relations humaines. Parce que moi, je me construis par les autres et par ce que eux ils apportent et ce que moi je peux leur laisser et leur apporter. Ça, c'est mon sujet. Pas particulièrement aujourd'hui, ça a toujours été mon sujet parce que j'aime les gens et j'aime laisser des traces, mais j'aime aussi prendre toutes les idées et les explorer, oui. Et si tu veux une image, ça je dis toujours à mes enfants, j'aime bien être la pierre qui est lancée dans un étang ou dans un lac et qui fait des rayons et qui s'agrandit à fur et à mesure et qui laisse quelque chose quelque part, qui fait une petite vaguelette. Donc à la fois l'effet papillon et la personne ricochet, c'est ça ? Oui, oui. Oui, mais comme je suis très terre à terre, j'aime bien que moi, je me ancre, je tombe et voilà, je rayonne. Est-ce qu'il y a des sujets auxquels tu aimerais t'intéresser encore plus demain ? Ben, tu as vu mon âge, je suis un tout petit peu aussi sur un carrefour parce que maintenant, depuis 5 ans, je suis grand-mère. Et du coup, je fais partie du 3e âge. C'est un peu grotesque parce que je me sens jeune comme quelqu'un de 18 ans, mais je fais quand même partie du 3e âge. Et là, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et ça, c'est un sujet qui va m'intéresser beaucoup. Comment justement faire avec mon expérience, comment le transmettre, comment vivre les petites défaillances physiques et aussi que certaines choses s'arrêtent
et ne vont pas se renouveler pour autant, parce qu'à 18 ans, on a toutes les portes peuvent s'ouvrir seulement si on le veut. Pour moi, ce n'est plus tellement le cas, c'est pas du tout négatif parce que j'ai beaucoup derrière et j'en profite énormément. Et je suis pas triste que ça soit comme ça, mais je pense ça sera un sujet qui me portera encore beaucoup, oui. Alors ça me fait réagir parce que je discute pas mal de ce sujet de la vieillesse. C'est un sujet qui fait peur à beaucoup de gens. Il y a une phrase de Gaulle à chaque fois que je ressors, maintenant je pense qu'elle va commencer à fatiguer les gens, qui dit que la vieillesse est un naufrage. Alors moi je trouve hyper intéressant que toi justement, donc tu es franco-allemande, puisque ça fait quand même des années que tu vis en France, mais tu es née en Allemagne, comme quoi on peut tout faire. C'est quoi ta perception de ça justement? Tu parles du 3e âge, nous tu vois en France c'est parfois un peu mal perçu. Tout à fait, moi je le pensais en première, je me suis dit 3e âge, 1er âge enfance, 2e âge on est parents, peut-être, on est en pleine activité aussi bien professionnelle qu'avec les enfants en éducation. Et 3e âge, c'est on donne la responsabilité aux ceux qui sont plus jeunes, parfois éduqués par soi-même ou non, et on s'occupe avec un tout petit peu de recul de tout quand même, parce que je n'ai pas du tout l'intention de me retirer. Et le naufrage... j'aimerais bien répondre à ce de Gaulle. Quand on est très âgé, ça peut être un naufrage. Mais avant tout, c'est toujours une grande chance. Et comme j'ai travaillé longtemps en gériatrie, j'ai été toujours à côté de ceux qu'on pourrait imaginer naufrager, mais je voulais leur donner justement la dignité. Et cette dignité, chaque être a, même s'il n'est plus capable de se lever ou de s'occuper de soi-même par ses propres moyens, ils ont tous vécu tellement de choses. Et quand on devient oreille, comme moi je suis allée pour devenir oreille, les écouter, je me suis toujours rendu compte que... Et non, c'est pas seulement un naufrage. Par contre, ça devient pénible. Ouais, ça oui. Pour eux, pour toi, non, pour eux. Pour eux, la vieillesse est lourde, difficile et parfois vraiment douloureuse. Oui. Et est-ce que tu vois une différence de perception de la vieillesse, par exemple, entre la France et l'Allemagne? Je ne pense pas. Je sais, oui, c'est le même naufrage. C'est malheureusement, on a pris les mêmes décisions. Ça veut dire que la personne vieillissante et âgée soit portée par la famille. Ça veut dire pas mis dans un centre où on va pas aller la voir, où elle est seule, où les habitudes sont différentes et elle n'a pas le choix de manger quand elle veut, ni de se faire à manger. Elle est en quelque sorte infantilisée. Alors ça, c'est dans les deux pays pareil. Moi, là, je suis un peu pessimiste. Hein. C'est parce que moi, j'aimerais bien justement qu'on s'occupe de ces personnes jusqu'à la fin. Ce que j'ai fait avec mon beau-père. Ensemble avec ma belle-mère, je l'ai tenue à la maison pendant 3 ans et jusqu'à la mort. On l'a soignée à la maison. C'est elle qui s'est entêtée. Mais moi, je lui ai donné des moyens parce que je suis infirmière et je sais faire. C'est magnifique. Alors, justement, là, je me permets de continuer un peu sur cette notion de vieillesse. Tu me disais que tu avais travaillé 12 ans en plus en gériatrie, donc c'est un sujet que tu connais. Je lisais un article il n'y a pas longtemps sur le co-living. Tu sais, en fait, c'est des personnes qui... parce qu'elles ne veulent pas aller en EHPAD, parce qu'en même temps elles ne veulent pas subir leur solitude, décident de se mettre à plusieurs, quels que soient les âges, pour justement faire en sorte que cette... Alors moi, même la notion de vieillesse, moi, me gêne un peu, on évolue, tu vois, comme tu dis, il y a 1, 2, 3 âges, il y a peut-être même 4, mais en tout cas, c'est des objectifs, des moments différents, et c'est vrai que le côté vieillesse, moi je trouve que maintenant c'est un peu trop chargé de sens. Est-ce que le co-living, toi, c'est un truc que tu connais ? Est-ce que ça existe en Allemagne ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Alors, oui, ça existe en Allemagne. Il y a des habitations, même très très bien pensées, souvent en rond autour d'un jardin, qu'il y a des appartements qui sont donnés aux personnes âgées. Petit appartement, plus grand appartement pour une famille avec des enfants. Et souvent, le but est, mais bon, c'est un but théorique, que les enfants viennent voir les personnes âgées, qu'ils s'entraident et que la personne âgée lit aux enfants. Bon, chacun rend quelque chose, donne de ses capacités et ça arrange les deux parties. Oui, ça je trouve même très très bien. Ce qu'on appelle l'intergénérationnel, ouais. J'ai vu des crèches maintenant comme ça, en face de maisons de retraite. Oui. Je trouve ça génial. Oui, mais ça marche quand la personne est encore assez mobile. Et souvent, justement, dans les centres de gériatrie, il y a des personnes qui restent 10 ans et ils ne sont plus capables d'agir. Et on ne pense pas que le fait, par exemple, de faire venir des enfants, ça peut aider à ralentir ça, je ne sais pas. Médicalement parlant, je ne sais pas du tout si ça aide, mais que ça les rend joyeux, oui, parce que ils adorent les enfants, ils trouvent ça mignon et tout. Par contre, les enfants sont souvent choqués. Ah ouais? Oui, parce que j'ai amené mes enfants et ils ont toujours dit « Maman, ça sent bizarre ». Alors, c'est difficile à expliquer aux enfants que c'est rien et que la personne, elle est quand même la personne et que peu importe l'odeur, mais oui, les enfants ont plutôt peur. Yeah. Si c'est pas la propre grand-mère, à ce moment-là, c'est différent. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense qu'en ce moment, je lis pas mal de choses là-dessus sur la différence, sur en effet s'habituer à avoir des personnes différentes en situation de handicap, quel qu'il soit, des personnes qui ont en effet une malformation, parfois aussi physique, qui fait que. Et en effet, maintenant, je lis de plus en plus de choses sur le fait que les personnes âgées sont parfois stigmatisées parce que les enfants, mais ça commence dès le plus jeune âge, ont du mal à se confronter à la différence. C'est important ça pour des parents de les habituer à leur dire déjà différence, c'est toi qui la vois, mais en fait ce sont des gens comme vous et moi quoi. C'est intéressant. Oui, mais encore plus avec les handicapés qui devraient être plus intégrés dans la société. Et quand je me suis occupée justement de ces enfants que j'ai gardés en tant que fille au père, j'avais un enfant handicapé, mais vraiment très très gravement handicapé, qui ne maîtrisait pas ses gestes. Alors c'était des crampes, c'était des coups à droite à gauche, c'était elle bavait tout le temps parce qu'elle ne pouvait pas avaler et elle avait quand même quelque chose qui était très touchant. Et je me promenais avec elle, attachée, parce que sinon je la perdais. Elle avait 6 ans. Et du coup, je voyais le regard des enfants, curieux. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir, je veux toucher. Et c'est les parents qui ont tiré. Ne regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Et surtout ne reste pas là, ça va les blesser. Et c'était tout le contraire. Quelqu'un aurait pu s'asseoir à côté de nous sur un banc et on aurait parlé. Bon, Sophie, la pauvre, elle ne pouvait pas en parler parce qu'elle n'était pas capable, peut-être même pas consciente, je ne sais pas. Mais moi, j'aurais pu expliquer. Et on ne m'a pas donné cette chance. Non, parce qu'on nous évitait. Oh là là. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Remettre ça au cœur de la cité. Absolument. Je pense que c'est vraiment quelque chose. Ouais. C'est hyper intéressant. On va continuer un peu avec ce thème de la différence et la vieillesse. Mais bon, on a vu un peu tout ce qui se passe en ce moment. On sort d'une crise, on rentre dans une autre. Pour combien de temps, ça je ne sais pas encore. Mais est-ce que toi, par rapport à demain, il y a un aspect de ta vie quotidienne que tu as déjà commencé à faire évoluer ou que tu comptes faire évoluer dans les jours, mois à venir? J'ai commencé. J'ai commencé parce que je me suis dit que mon avenir, mais peut-être l'avenir de beaucoup de gens, sera dans le ralentissement. Ralentir dans la vitesse, dans le superflu et tout ça, et se concentrer sur ce qui est important et qui me fait plaisir, mais qui fera forcément plaisir aux autres.
Et pour ne pas passer à côté de quelque chose par ma vitesse que je vais rater. Alors, il y a ces mots qui s'appellent slow food, ou bon, il y a tout avec slow, et ça j'aime bien, parce que surtout mon mari et moi, on partage cette passion, faire du vélo. On est déjà beaucoup plus près de tout ce qu'on peut regarder. On peut s'arrêter à tout moment, on peut même reculer facilement parce qu'on a raté quelque chose en passant. Ça fait énormément plaisir parce qu'on se rend compte des distances et on est vraiment gagnant. On met 1 à 2 heures à faire notre déjeuner ensemble. On discute, on choisit les ingrédients, on fait le marché en vélo bien sûr. Et c'est tout un ensemble, ça prend beaucoup de temps et c'est une fête. C'est vraiment une fête. Et j'aime bien faire ça avec les personnes que je vois. Leur donner de mon temps parce que c'est la chose la plus précieuse que je peux donner. Je préfère ne pas faire de cadeaux, mais ça c'est ma façon de faire des cadeaux et d'utiliser tous les sens pour le faire parce qu'on s'écoute, on se touche. Toucher pas forcément par la main, mais on touche avec les mots parce que ça arrive quelque part à l'intérieur. Et c'est ça oui, qui est important, c'est très que j'adore. Et oui. Et ça fait combien de temps déjà que tu fais du vélo? Ça fait des années. Toujours. Je l'ai toujours fait. Oui, parce qu'en Allemagne, on a été éduqués à faire tous les chemins en tant qu'enfant. Sans surveillance déjà, on allait à l'école en vélo, même 3-4 kilomètres sans problème. Hein. On était un groupe, on partait, on traversait une forêt, ça c'était normal. Après j'ai vécu aussi aux Pays-Bas et en Belgique. Bon, c'est des pays où le vélo est très important, a toujours été très important. Alors je suis arrivée ici et j'avais mon vélo, c'était mon transport en commun si on veut, et je n'avais pas de route. Et ça, pour moi, c'était un choc. Et j'ai mis beaucoup de murs entre moi et les responsables, ou c'est eux qui ont mis les murs. Je me suis tout de suite renseignée où je peux aller, comment je peux faire en vélo. Et là, la réponse était toujours ah non, on n'a pas encore pensé, on n'a pas prévu. Sur le trottoir, vous n'avez pas droit parce que vous avez plus que 12 ans. Bon, c'était vraiment une énorme déception. Et peu à peu, j'ai toujours fait du vélo. J'ai mis mes petits sur les vélos à la queue leu. On a tous été au bord de route. On a embêté pas volontairement, mais je sais qu'on les a embêtés parce qu'on avait nulle part ailleurs pour aller. Et du coup, les choses ont changé dans le bon sens et maintenant je m'éclate. Alors là, très franchement, ça, je conseille vraiment à tout le monde, aller à Paris en vélo. D'ici jusque-là, et surtout traverser Paris, c'est vraiment un régal. Tout est là, tout est fait, il y a des routes partout, c'est génial. Donc c'est du vraiment... 78 à Paris en vélo, oui, t'es une vraie oui, toi. Oui. Mais moi j'ai peur. Et je l'ai fait là, samedi dernier. Ouais. Oui. Alors je vous dis pas les mollets qu'elle a, c'est splendide, c'est Lance Armstrong, c'est d'une finesse. C'est superbe. Ah ouais. Ah oui, donc ah oui, vraiment, oui. Ouais. Non, mais oui, mais ce que tu me disais en amont, c'est que c'est l'allemande à vélo. C'est gravissime, mais t'étais à la mode avant tout le monde. Hyper conséquente parce que je ne fais aucun trajet que je peux faire en vélo, je le fais en voiture, jamais. Et la première chose que j'arrive quelque part en vacances, je loue un vélo. Oui. Et là, en Bretagne, cette année, parce qu'on ne pouvait pas quitter la France à cause du Covid, on est parti en voiture, mais on avait les vélos sur la voiture. Et tous les trajets là-bas, on a fait en vélo. Ouais, tous. Donc même tes courses, tout ça Tout. Mais tu dois être super chargée. Oui, mais je vais faire mes courses 2 fois au lieu de 1 fois. Oui. Ouais, on revient au rapport au temps. Oui. Ralentir. Oui. Maman de 4 enfants. Oui. Voilà, donc ouais, t'as dû en faire des courses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement gratifiant pour moi. C'est que mes enfants font tout
en vélo. Ils vivent en Allemagne, c'est peut-être... non, ils le feraient ici pareil. Ils sont vraiment imprégnés. Mais pour le ralentir, j'adore l'écriture. J'écris beaucoup, pas des livres, mais des pensées. J'écris et pour moi, c'est revivre le moment que j'ai voulu garder. Je l'écris. Souvent, je le fais partager, mais pas toujours, c'est pour moi. C'est pour moi et j'écris énormément de lettres. Et ça fait combien de temps? Ça aussi, je fais depuis longtemps, mais... La précurseur surtout, Christiane. Ah non, je trouve, en écrivant, on se rend compte de ce qu'on voulait vraiment vivre. Les vaches ruminent et moi, je repasse tout en écriture. Le temps de réfléchir. La lecture, c'est un peu pareil, mais bon, là, je suis plutôt passive. Bien que je lis un livre et j'oublie le monde. Je rentre complètement et je lis beaucoup, même vraiment beaucoup. Et j'adore ça. En allemand, en français? Surtout en allemand, parce que je sens mieux les mots en allemand. Je lis avec plaisir tous les poètes ou les écrivains français en français, parce que la traduction, elle fait toujours perdre un tout petit peu. Mais en allemand, je sens toute la profondeur. Hein, oui. Je sais plus qui disait traduire, c'est trahir. Oui, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, parce qu'on a le choix de donner sa note à soi-même. Quand on traduit, on peut l'interpréter ainsi. C'est vrai, c'est une trahison. Oui, c'est un moindre mal. Bon, en tout cas, je sens que toi, demain, ça fait déjà des années, avant même que tout ça ne soit à la mode, tu étais déjà bien précurseur de tout. Mais Christiane, t'as bien une petite mauvaise habitude. Oh oui, certainement. Mais je saurais... ça, il faut demander aux autres. Est-ce que toi, malgré tout, t'en aurais une là comme ça? Elle n'est pas obligée d'être trop gênante ni quoi que ce soit, que tu aurais changé demain. Ah, que je pourrais changer. Moi, je ne voudrais pas la changer. Le problème est, je vis avec quelqu'un pour lequel je dois être vraiment très fatigant. Parce que j'ai beaucoup d'énergie et ça du matin au soir. J'ai beaucoup d'idées et je ne veux pas tous les faire seuls. Alors, du coup, je dis toujours « Ah, tu viens avec moi, viens, on n'a pas encore fait truc machin. » Et du coup, je suis assez fatigante. Mais je ne pense pas que je vais changer ça volontairement. Peut-être ça viendra tout seul. Mais alors, justement, est-ce que pour nos auditeurs et nos auditrices, parce qu'en effet, vous verriez, Christiane a les yeux qui pétillent, elle a un sourire qui va à peu près de chaque côté des oreilles. Est-ce que t'as un moyen d'aller capter cette énergie? Comment tu fais pour que demain, tu puisses garder cette énergie et comment tu pourrais le partager aux gens? En plus d'être un moteur et d'avoir des envies tout le temps, il y a bien un truc qui te fait te sentir bien aussi, toi. Justement, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. D'abord, je suis née au bon moment, au bon endroit, dans la bonne famille. Ça, pour moi, c'est la base, c'est ma racine. J'ai des parents extraordinaires qui m'ont donné une bonne éducation et surtout une ouverture d'esprit qui me fait gagner plein de choses. Pour moi, c'est ça, beaucoup de moteurs. En plus, j'ai pu faire dans ma vie ce qui est important. Jusque maintenant, je compte en continuer, c'est sûr. Mais j'ai un mari qui me supporte et qui partage, oui, qui me soutient aussi, mais surtout qui partage énormément de choses avec moi, surtout nos 4 enfants. Et pour moi, c'est ça me donne beaucoup de joie. Et après, dans tous mes groupes enfants et dans mes élèves, parce que j'enseigne l'allemand en ce moment, j'ai beaucoup de retours. C'est pas que moi j'arrive et je donne, j'ai au moins autant de retours et ça donne de l'énergie parce que pourquoi la garder pour moi? Je la réinvestis, c'est pas comme de l'argent, mais on pourrait le voir comme de l'argent. On donne quelque chose, on reçoit et on réinvestit tout de suite. Et du coup, le rayon devient de plus en plus grand. C'est ça qui est merveilleux. Ah, c'est intéressant, c'est vrai qu'on parle toujours d'investir l'argent, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que investir l'énergie, c'est pas que pour soi, c'est au contraire, plus tu donnes, ou en tout cas autant tu reçois. Oui.
Ouais, je comprends. Oui. Oui, c'est sûrement ça. En gériatrie, je l'ai le plus senti. Ouais. Parce que ce qu'on donne, c'est de la patience, du temps. Souvent, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais la gratitude et le merci que je n'ai pas dû passer la journée toute seule, ça c'est presque sur la balance, je ne sais pas, c'est presque impesable, hein, c'est tellement lourd. Et en même temps, c'est revenir aux choses fondamentales. Il y a beaucoup de gens qu'un merci ne satisfait pas ou ne satisfait plus. Ah, pour moi, c'est plus important que l'argent, c'est sûr. Note pour demain, revenir aux fondamentaux, un merci vaut tous les mots. Par rapport à ce qui se passe en ce moment, est-ce que toi, tu te poses plus de questions concernant le sens de ta vie ou le sens même de la vie? Oui. Bon, en principe, c'est ce que je vis déjà depuis un moment. Pour moi, c'est important et c'est plus important aujourd'hui. Moi, j'aime bien regarder là où les gens sont seuls, où ils ont besoin. Et je pense par cette crainte de maladie et les restrictions qui sont très lourdes pour nous tous, mais peut-être particulièrement pour d'autres que moi, ils ont peut-être besoin de plus de soutien. Je ne sais pas encore comment je vais rentrer là-dedans, mais je sais qu'il faut qu'on soit tous plus regarder aussi les autres et pas seulement soi-même. Ah, c'est un message qui revient assez souvent dans Les Pieds dans Demain, donc j'adore. Toujours répétition et mère pédagogie. Maintenant, si on prend un peu de recul, si on réfléchit d'un point de vue plus global, quels vont être selon toi les grands sujets auxquels notre société va se confronter? Je pense que la société doit s'investir énormément dans la sauvegarde de la nature. Ça, je pense, on ne pourra pas vivre comme ça sur une planète qui ne nous appartient pas sans faire attention à elle. Parce que c'est le chez nous qu'on détruit. Hein. Là, je pense que la société a un énorme travail à faire. Et aussi dans l'égalité, non pas la légalité, égalité, que les gens soient plus égaux. Il faut que plus d'égalité entre des chances, oui. Oui, parce que le monde, on ne peut pas le changer. Qu'en Afrique, il y a moins de pluie, par exemple, ça, on ne pourra pas changer. Mais il faut qu'on les aide peut-être un peu plus. Et toi, comment tu te vois dans 10 ans? J'espère d'être en santé, en bonne santé, entourée par mes petits-enfants qui me rendent déjà très, 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 très joyeuse. Et peut-être... moi, je pense plus professionnelle parce que dans 10 ans, je suis vraiment à la fin. Hein. Dans 10 ans, moi, j'aimerais bien toujours enseigner. Ce que je sais, je partage joyeusement avec tout le monde qui veut savoir. Mais oui, j'espère avoir des bonnes relations justement avec des gens qui comptent pour moi. C'est quoi ton souhait pour demain? Je souhaite un monde plus juste et plus sain. Pour moi, c'est le plus important. Tout ce que je peux y apporter, je le ferai. Hein. Mais je ne peux pas faire ce souhait pour demain toute seule. J'ai besoin de tout le monde et surtout, chacun aura son chemin. C'est qu'on ne se déchire pas sur ce chemin qui sera peut-être avec le même but. Et là, politiquement, on est très fort à se déchirer, même si on veut la même chose. Voilà le bon sens que j'attendais. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux jeunes d'aujourd'hui pour préparer demain? Être confiante en soi et trouver ce qui plaît, mais surtout la chose pour laquelle ils sont doués.
parce que chacun a quelque chose en soi. Souvent, ce n'est pas vu, ça fait pas partie de la ligne normale. Il y a des gens qui ont des capacités, mais ils les voient pas parce qu'on leur a jamais donné la chance de les voir. Et ça, j'aimerais bien leur dire, de vraiment trouver en quoi ils sont doués et forts. Justement, tu parlais du gouvernement qui se déchire alors qu'on devrait tous regarder dans la même direction. Qu'est-ce que tu pourrais proposer au gouvernement pour faire en sorte que la société soit meilleure ? Je ne sais pas ce que je pourrais, mais ce que j'aimerais leur dire, commençons par des petites choses et ne pas se décourager sur l'énorme chose. C'est des petites choses, des petits pas. Très concrètement, moi, je commencerai à éliminer le plastique, par exemple, et d'investir dans un changement total de transporter des bouteilles, de l'eau plutôt, et vraiment faire attention à la matière première. Oui. Je vais refaire un parallèle avec l'Allemagne. Moi, quand je suis arrivée en Allemagne pour des vacances, j'ai découvert la consigne. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que quand j'en discute avec des personnes un peu plus âgées que moi, elles me disent « Non, mais la consigne, ça existe depuis quelques années, les enfants. » Et vous, j'ai l'impression qu'en Allemagne, je dis « Vous, on se comprend, c'est un truc que vous n'avez jamais arrêté. » Oui. Oui, marrant. Nous, effectivement, on est éduqués dans ça. Déjà en maternelle, moi j'ai le souvenir qu'on ramassait des bouteilles, on les apportait au magasin et c'est pas qu'ils étaient recyclés, ils étaient vraiment nettoyés et remis directement chez le producteur. C'est la même bouteille et oui, le consigne. Et comme chaque bouteille était consignée, ça nous donnait un peu d'argent de poche parce que nous on ramassait dans les rues et on apportait. Alors du coup c'était un jeu. Bah oui, bien sûr. Oui, c'est très éducatif parce qu'on a une petite récompense et même pour le porte-monnaie qui au début on achète dans des dans des caisses en plastique fort qu'on prend sur son vélo ou dans la voiture, il y a 16 bouteilles et on le rend vide comme ça dans la caisse. Alors c'est super facile. On sort la bouteille, on la boit, on la remet, hop, retour magasin et on prend une nouvelle caisse. Ah, et aujourd'hui, on parle comme si c'était une merveille et qu'on venait de révolutionner la chose. Oui, révolutionner au sens revenir à quelque chose qu'on connaissait déjà. Donc Oui, mais moi, j'ai la chance d'apprendre énormément de nouveautés par mes belles-filles. Alors, vas-y. C'est, par exemple, ma belle-fille, elle n'achète plus que dans les récipients qu'elle amène. Ah, du vrac ? Elle achète que en vrac. Elle part avec un tas de récipients qui sont verts. En verre. Oui, en verre. Ou, par exemple, pour la charcuterie, elle prend un tissu wax. Ah, ok. C'est incroyable. Elle dit, donnez-moi 5 tranches de jambon. Elle met son papier déjà qu'elle peut mettre dans la machine à laver. Et le tour est joué. Aucun plastique, zéro plastique à la maison. Et elle m'apprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est beau l'intergénérationnel. Oui. On y revient. C'est vrai. Mais un jour, j'espère qu'on pourra arriver en effet avec nos propres contenants. Oui. Pouvoir le faire. Et prendre dans des sacs que moi j'ai cousus avec les rideaux de ma chambre. Mais voilà, mesdames, messieurs, gardez vos rideaux. Christiane en fera des sacs. Vous êtes sauvés, adieu le plastique. J'aime beaucoup. Non, franchement, c'est plein d'idées pour demain et c'est exactement ce pourquoi je fais ce podcast. Mais malgré tout, Christiane, quand tu penses à demain, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur ? Mais oui, bien sûr. J'ai peur qu'on n'y arrivera peut-être pas de faire tout ce que je pense. Je pense que c'est facile. Mais en réalité, ce n'est pas facile. Parce que déjà, ma belle-mère, elle me dit, mais c'est toi qui fais. Mais tu vas pas demander à tout le monde de garder son compost dans la maison et le jeter tous les jours. Alors, non, là, il y a des problèmes partout. Oui, j'ai bien peur qu'on n'y arrivera pas.
même avec beaucoup de bonne volonté. D'abord, il y a la conscience et après, il faut en plus avoir les moyens de le faire, hein, oui. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui te rassure? Oui. Tout le reste, oui, bien sûr. Non, parce que en réalité, je suis très optimiste. Pas seulement pour moi, mais je pense qu'on fera beaucoup d'avance, de pas en avant. Oui, non, je suis très confiante. Oui. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, justement, le titre de ce podcast, Les pieds dans demain? C'est un très joli titre qui fait d'ailleurs, que moi je le vois peut-être même un peu plus soudain comme quelqu'un qui saute dans demain et avec son élan et son envie de vivre demain et de changer ou d'apporter pour demain, oui. J'adore, c'est merveilleux. Est-ce que toi, justement, au quotidien, je sais pas, il y a une phrase, une citation, un proverbe qui t'accompagne dans ta vie de tous les jours? Un truc qui t'aide? Ça, c'est encore une autre histoire. J'ai une phrase, elle est de Luther, qui a dit « Et si le monde s'écroulerait demain, je plante mon pommier aujourd'hui. » Ça, je trouve, c'est jamais perdu. Il faut planter et demain on verra. Puisqu'on a déjà les pieds dans demain, non. Mais quelque chose qui m'aide, c'est ça m'accompagne. Mais c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, pour moi, était vraiment une femme extrêmement forte et elle a laissé beaucoup de traces sur moi. D'abord parce que je lui ressemble, mais surtout, j'admire son courage. Et elle n'a jamais lâché. Après, elle était malade, là on ne parle plus, mais je l'ai connue enfant et pour moi c'était une femme absolument merveilleuse. Et je me dis souvent, elle qui a quitté son endroit dévasté par la guerre, avec 4 petits-enfants, qui a fait le chemin sans son mari qui était emprisonné, et elle a essayé de rejoindre l'Allemagne, parce que eux ils étaient à l'extérieur, c'était leur Allemagne, mais pendant la guerre les frontières ont tellement changé que ce n'était plus son Allemagne. Donc à pied, dans les trains, avec 4 petits-enfants, elle a fait ça et elle nous a donné cette chance de naître dans une Allemagne libre, parce qu'elle n'aurait pas fait ce chemin, jamais on serait là, et peut-être toute mon histoire n'aurait pas pu être là non plus. Et souvent, quand c'est difficile pour moi, je me prends cette grand-mère que j'adore et je dis, elle a réussi. Il n'y a pas de raison de ne pas réussir moi-même. Hein. C'est vraiment, elle m'aide beaucoup. Gardez ça pour demain, les enfants. Et si justement, si demain était une personne, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? 2 choses, peut-être 3. Une chose, c'est d'avoir patience avec nous parce qu'on se trompe et on fait peut-être pas, même avec la bonne volonté, tout de suite tout bien. Alors, il faut vraiment avoir de patience et de la force, justement, de supporter nos erreurs. Et souvent, après, on se rend compte que c'était une erreur. On va faire mieux, mais parfois, même le mieux, après, c'est une expérience, c'est courage, force et pas perdre l'espoir. Ouais. Et moi, Christiane, qu'est-ce que je peux souhaiter pour demain? Que je reste en bonne santé et que les miens soient épargnés de toutes mauvaises choses. Hein, oui, ça, on peut me souhaiter. Et reste en contact avec moi, ça me fait tellement plaisir qu'on échange et qu'on s'écoute. Ouais.
Ah, c'est adorable. Merci beaucoup, Christiane. Merci, Alexia. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai pris de plaisir à le préparer. Merci d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à écouter Les Pieds dans Demain. Continuez de me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. La compétition est rude, mais je sais que je peux compter sur vous. Les Pieds dans Demain est disponible sur les plateformes les plus connues, parmi lesquelles Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, mais aussi YouTube. Vous pouvez suivre les aventures de mon podcast sur le compte Instagram @lespiedsansdemain-8. Et enfin, un grand merci à Karl Moreau et son professionnalisme pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.